tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry, c'est chaque semaine une conversation inspirante avec une personne résidant en Berry pour évoquer son parcours personnel et professionnel, ses réussites ou ses moments plus difficiles, mais toujours en essayant de retenir un conseil, un enseignement ou une inspiration pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ryan Mathie de la cuisine de Ryan. Originaire de Rhodesie, une colonie britannique actuellement au Zimbabwe, il vit en Afrique du Sud, puis fait ses études en Angleterre, avant de revenir en Afrique du Sud où il découvre la cuisine. Ryan revient au Royaume-Uni pour cette fois terminer des études de cuisine et travailler dans de grands restaurants londoniens. Soucieux d'être plus présent pour la naissance de son premier enfant, Ryan opte pour la cuisine lors d'événementiels qui le mènera à être le chef de cuisine du mythique stade de rugby de Twickenham pendant 5 années. Ryan nous raconte cette incroyable expérience. En 2012, après la naissance de son deuxième enfant et ses 5 années à 100 à l'heure, Ryan décide de changer de vie pour venir en Berry où il devient chef de cuisine puis finit par s'installer comme chef à domicile. On évoque sa cuisine cosmopolite, les avantages et les inconvénients d'un métier somme toute assez rare dans le Berry. Ryan livre aussi de multiples anecdotes chez les clients. Allez, je vous embarque à la rencontre de Ryan Mathie, chef à domicile, à la fois discret dans la vie et audacieux dans l'assiette. Goodberry, let's go. Salut Ryan. Bonjour. Welcome to Goodberry. Merci. Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast, Ryan. Première question, comment un sujet britannique se retrouve-t-il à Busancais? Là, c'est une bonne question. En fait, après le deuxième petit enfant, on l'a eu, on a décidé un changement de vie qui n'était pas la même vitesse qu'en Londres. Donc, Carole, elle est française, ma femme, on a dit pourquoi pas rapprocher sa famille un petit peu. Donc, avec son père, on a cherché un petit projet dans Berry pour s'installer et pour avancer avec ce projet. Malheureusement, ça a tombé dans la crise de 2012. Donc, on avait besoin de réfléchir un petit peu. Et un an d'après, on a commencé la cuisine de Ryan. Tu as passé ton enfance en Angleterre? J'ai commencé en Rhodesie. Après, on est parti en Afrique du Sud. On va dire une dizaine d'années après, avec maman, on a décidé d'installer en Angleterre. Pour faire mes études en Angleterre, ils étaient un peu mieux à l'époque. Et après, j'ai fini mes études, j'ai reparti en Afrique du Sud d'habiter avec mon père pour voir la vie, quoi ça donne, un changement. D'accord. Et pourquoi tu es né en Rhodésie? Mes parents, ils sont de Rhodésie à la base. Qui était une colonie britannique? Exactement. Et en fait, maman, elle était née en Angleterre, mais elle faisait ses études en Rhodésie. Donc, à 16 ans, 17 ans, elle est restée en Rhodésie. Elle a rencontré mon père, et voilà. Et toi, quand tu étais petit, tu avais un métier en tête? C'était soit un de trois choses. C'était soit une cuisinière, soit travailler sur un parcours de golf ou un terrain de golf. J'aime bien. C'est un sport que j'adore de jouer et on est toujours dehors. Ou c'était électricien. Ah ouais. Mais ça se voit, électricien, c'était pas vraiment mon métier. D'accord. T'avais une famille, toi, de cuisiniers? Non, pas du tout. Mon père, il aimait bricoler en cuisine, donc à force de ne pas avoir tout le temps, dès que j'étais avec lui, j'étais en cuisine avec lui pour passer un petit peu plus de temps. Et à 17 ans, j'avais commencé à travailler dans un hôtel en Afrique du Sud où on avait besoin de passer dans tous les départements à l'hôtel. Et j'arrivais en cuisine et le lendemain matin, j'ai décidé ça c'est pour moi. Ah ouais, du jour au lendemain, tu as décidé ça? C'était comme ça et je n'ai pas changé depuis. D'accord. Et du coup, tu fais des études de cuisine? Le niveau en Afrique du Sud à l'époque, c'était pas vraiment pour moi. Donc, je retourne en Angleterre pour faire mes études en Angleterre. Et toujours pas contente en campagne, j'avais décidé d'y aller à Londres, travailler dans des gros restaurants à Londres, dans des étoiles. Et j'avais vécu 2 ans et demi à Londres, de travailler dans des gros restaurants. Et c'était comment l'expérience là-bas? C'était super. C'est impressionnant. C'est pas une semaine avec 35 heures par semaine, ça c'est sûr. Je crois que la première semaine était 85 heures dans la semaine. C'était un peu un choc, mais c'est une expérience super. De travailler avec des grands cuistots de Londres et voir des choses tout neuves, tout modernes, c'était vraiment bien. La base était française, c'est classique.
Mais Londres, c'est une ville qui bouge, qui change tout le temps. Il y a toujours une influence d'Indiens ou Asiatiques ou beaucoup de pays du monde qui se mélangent à Londres. Donc en cuisine, c'était formidable. C'était quel restaurant? C'était The Greenhouse. D'accord. Et après, je travaillais à Chives. Donc c'était deux cuisiniers qui ont gagné des étoiles à son époque. Et c'était super. C'est des cuisiniers anglais? Une était anglais et l'autre était japonais-français. Tu as passé des diplômes là-bas de cuisinier? Oui, j'ai passé mon diplôme assez rapidement. Au lieu de faire sur 3 ans, j'avais fait dans 1 an et demi. J'étais motivé à l'époque. J'en avais déjà 1 an de cuisine sur moi, donc j'avais déjà la base. Donc c'était assez facile de passer mes diplômes. Et il y a des chefs français ou anglais qui t'ont inspiré à cette époque? À l'époque, on avait un cuisinier qui s'appelle Nico Ladnez. C'était un grec qui tenait 3 étoiles à Londres pendant 30 ans. Il a commencé assez tard dans la vie aussi. Je crois qu'à 39 ans, il a commencé. Et après, il y a toujours le classique, Gordon Ramsay, Marco Pierre-White. C'était vraiment des cuisiniers qui m'ont inspiré, qui ont travaillé énormément à Paris aussi, pour Ducasse. Donc, c'est vraiment eux à cette époque-là. Et quel rapport ont les Britanniques avec la gastronomie? Ils adorent de manger de la bonne nourriture. Je sais qu'en Angleterre, les Anglais, ils ont une mauvaise image de ce qu'ils mangent, mais en fait, c'est pas vrai. Dans des grandes villes, on mange assez bien. Il y a un très bon niveau de cuisine. Par contre, oui, c'est vrai, dans des petites villes, en campagne, des fois, c'est peut-être pas trop bon, mais je pense, pour moi, à Londres, c'est vraiment une ville avec la nourriture et la gastronomie qui avance super. Et qu'est-ce que tu préfères manger, toi, quand tu reviens à Londres ou en Angleterre? Super simple, c'est juste un fish and chips, hein, mais un bon. Et les fish and chips qu'on trouve en France, tu les trouves comment? Pas trop bon. Mais après, c'est une culture aussi. Les gens qui travaillent dans un bon fish and chips, ils ont fait ça depuis 14 ans, 13 ans, donc ils ont le savoir-faire. Et qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon fish and chips? Très bon poisson déjà. Et là, on est très très gâtés en Angleterre. Après, c'est la pâte. La pâte, faut que ça reste croustillant et tout, c'est le plus important. D'accord. Après le poisson. C'est quel type de poisson? Ça peut être du sole, ça peut être cabillaud, ça dépend de ce qu'ils trouvent sur le bateau la journée. Donc il y a toujours de la base de cabillaud, sole, mais après ça dépend de la journée de pêche. D'accord. C'était un plat plutôt ouvrier, c'est ça? Oui, c'est pas tout le monde. Je m'en souviens en enfance, tout le vendredi soir, c'était fish and chips. Et on regarde un film avec notre famille, quoi. Et t'en fais, toi, au restaurant ici? Ici, non, je n'ai pas encore fait. Je ne veux pas être stéréotypé de l'anglais. Le but de la cuisine d'Ariane, c'est de sortir le traditionnel. On garde la base française ou un peu d'anglaise, mais j'aime bien rajouter ma touche d'asiatique ou indien ou Afrique du Sud ou portugais. J'aime pas trop rester trop traditionnel. C'est pour ça, pour l'instant, je n'ai pas encore revisité les fish and chips. Quand tu travailles dans les restos à Londres, oui. C'est après que tu décides de repartir en France? Non, en fait, on a fini à Londres. J'avais rencontré ma femme. On a décidé à nouveau changement de vie, parce que Londres, c'était super, mais c'est hyper usant. Donc, on a cherché en campagne, à côté où ma maman habitait à l'époque, où je grandis en enfance. Et je commence à faire mon première position, chef de cuisine, dans le petit pub gastronomique, pour avancer à apprendre comment gérer une cuisine toute seule avec une petite équipe. C'était un pub qui s'appelle The Horse Guards Inn. C'était super sympa, c'était vraiment en pleine campagne, vraiment bien. Et après ça, on a eu notre première fille, Savannah, et j'avais décidé de changer de la vie un petit peu. Au moins, si on décide d'avoir une famille, il faut qu'on ait tous les deux là. Donc, je commence dans le monde événementiel, donc tout ce qui est stade de foot, rugby, course cheval, un peu tout ce qui est stade. Et enfin, j'ai fini chef de cuisine au stade de Twickenham. De rugby? De rugby, oui. Donc là-bas, j'avais une équipe
tous les jours pour une quinzaine, mais pour un gros match de rugby, on va dire Angleterre-France, j'avais 130 cuisinières sur 35 cuisines. Et on faisait 10 000 repas dans la journée. Tout fait maison, c'était autre chose à voir. C'était super, mais après 5 ans chez Twickenham, j'ai décidé que c'était le moment d'avancer et faire d'autres choses dans ma vie. Qu'est-ce que ça t'a appris, ça, cette expérience? Organisation, c'est le plus important. Pour un tournoi 6 nations, on a 6 mois de travail là-dessus. Pour travailler avec le sponsor, les clients, pour faire tout le menu. Après, il faut trouver la nourriture, parce que 10 000 repas, ça commence à faire. Sur les 10 000 repas, ça va être peut-être 6 000 sur un menu. Ça peut être filet de bœuf. On cherche 600 filets de bœuf par une journée. Donc, il faut trouver ça et après, il faut trouver le personnel. Sur une journée en entier, on avait plus de 2500 personnes qui travaillent au stade, entre serveurs, cuisinières, barman et tout. Donc, c'était organisation. Cette faculté d'organisation, ça te sert pour les mariages, des choses comme ça? Énormément, parce que souvent, on n'a pas une cuisine, donc il faut trouver une solution. Donc, le menu est fait autour de le lieu. Pour trouver personnel, c'est pareil. Il faut qu'on trouve les gens qui peuvent travailler sur notre niveau aussi. Donc, c'est important d'avoir cette expérience pour faire ce qu'on fait aujourd'hui. Ok. Et après ces 5 ans sur Twickenham, c'est là que tu décides de venir en France? Oui, exactement. On a eu notre deuxième. On a décidé, il faut qu'on change la façon de vivre un petit peu, sinon on ne va jamais voir nos enfants grandir. Ouais, ok. Et quand tu arrives en France, qu'est-ce qui t'a le plus étonné, toi? Le changement de rythme, c'était pas du tout pareil. Nous, on avait l'habitude d'être à 100 km/h. On était toujours un jour trop tard. En arrivant dans Berry, c'était plus calme. T'inquiète pas, ça va arriver demain. C'était autre chose. Ce qui me fait peur, je ne parlais pas un mot français. Les gens, j'arrivais. Même si ma femme elle est française et j'ai jamais appris à parler français, donc je pense que c'était plus ça que d'autres choses. Ouais. Pas avoir des réseaux, pas un téléphone, c'était un peu bizarre. Ouais. Mais bon, on a vite s'installé, les gens ils sont gentils dans le coin. Donc non, on est là, ça fait presque 10 ans, on est toujours contente. Et comment t'as appris à parler français? Difficilement. Juste à force, on parlait à table parce que la famille était française, donc c'est forcé. Après 1 an, j'avais travaillé dans un restaurant à Besançon pendant 1 an, chef de cuisine, et c'est ça qui m'a vraiment forcé de parler. Oui, c'est plus à force de mélanger avec les gens et parler la langue. Et il n'y a personne dans le coin qui parlait anglais, donc j'avais pas de choix. Tu te rappelles de ton premier jour de travail ici? Oui, c'était compliqué. C'était beaucoup de gestes à la main, c'était... on fait tout pour montrer. Parce qu'une fois on a montré quelque chose une fois, les gens ils comprennent mieux, et voilà. Donc non, c'était stressant, on va dire. Pour revenir à ta cuisine, quelles sont tes inspirations? Ça se mélange beaucoup. Moi, je cherche dans la nourriture la fraîcheur. Quand on arrive à cette époque-là, on cherche des choses qui peut-être pas forcément cuites, mais il y a beaucoup de saveurs, c'est croquant, on joue avec la texture. Mm-hmm. Comme cette semaine, par exemple, on a un ceviche de cabillaud avec une salade de fenouil asiatique. Donc on va jouer sur le saveur, mais aussi la texture pour complémenter les deux côtés. Et tu travailles avec des producteurs locaux? Tout ce qu'on peut. C'est un peu compliqué de voir des choses qui sortent de l'ordinaire aussi un petit peu. Mais à force du temps, on arrive à trouver des très bons fournisseurs comme l'asperge verte qui est venu, la boîte verte. Et je m'en souviens, en arrivant en France 10 ans avant, on n'avait pas cette asperge dans le coin, c'était l'asperge blanc. Ouais. Donc c'est bien de retrouver ce produit qu'on peut travaille plus parce qu'on a plus d'expérience en Angleterre de travailler avec. D'accord. La viande, c'est toujours compliqué, mais les poissons aussi. Mais on arrive de travailler avec des boucheries qui sont dans le coin pour essayer d'éviter des kilométrages et tout.
Ryan, toi, tu es chef à domicile. Oui. Pourquoi le choix d'être chef à domicile? L'idée, je formais l'idée parce que j'avais un copain qui gérait un château pendant des années avec sa femme. Lui, il faisait le queen, elle était femme de ménage et tout. J'ai trouvé ça assez sympa, mais je ne veux pas partir pendant 3-4 mois chaque fois sans voir ma famille. Donc, l'idée, c'était d'entrer dans une maison, faire de la cuisine pour les gens, mais sortir le soir, rentrer chez moi. Et le lendemain, travailler ailleurs. Ce que j'adore avec la cuisine de Ryan, chef à domicile, une journée, on peut faire un barbecue à côté d'une piscine. Le lendemain, ça peut être un dîner dans une belle maison, à table. Ça change tout le temps. Et on ne s'ennuie jamais avec ce qu'on fait, en fait. Il y a beaucoup de chefs à domicile dans l'Indre? Dans l'Inde, non. Il n'y en a pas trop. Il y en a quelques-unes. Mais c'est plutôt dans le côté Touraine-Tours. Je crois que c'est quelque chose qui est plus populaire dans les grandes villes. Orléans, Paris. D'accord. Quelle qualité il faut pour être un bon chef à domicile? On retourne toujours à l'organisation. Ouais. Faut être discret aussi. Par exemple, on a beaucoup d'endroits où on travaille, on n'a pas le droit de prendre des photos, des choses comme ça. Donc, c'est important d'être super discret aussi. Et pour moi, le plus important, c'est de travailler autour de la cliente. Quand on fait un menu, on fait le menu autour de ce qu'ils aiment, ils n'aiment pas. Son cuisine, est-ce qu'il y a assez d'équipement pour vraiment faire le menu qu'on veut faire? Ça ne sert à rien de faire un menu où il n'y a pas assez d'équipement, il n'y a pas assez de place. Parce que tu prends l'équipement du client, en fait. On essaie de faire une visite avant Ouais. pour voir la cuisine, si c'est induction, gaz, la taille de le four. Comme ça, quand j'arrive avec mon équipement, c'est le bon. J'arrive pas avec des poêles classiques, mais en fait, c'est induction, ça marche pas. Donc, et après, on peut faire le menu avec la cliente. D'accord. Et en ce qui concerne les menus, c'est toi qui proposes ou c'est le client? On se discute. Les clients vont dire, j'adore le Saint-Pierre, j'adore le homard, ou j'aimerais bien avoir un filet de veau. Et après, je fais mon menu, on propose ça. Les clients vont dire, j'aime pas trop ça, mais peut-être on peut mettre ça avec ça. Et après, le menu commence et il vole. D'accord. Quand tu démarres, comment tu te fais connaître? C'était compliqué. C'était super compliqué. En plus d'être, on va dire, anglais, sud-africain, les gens, ils n'avaient pas trop confiance. Comme on disait tout à l'heure, il y a une mauvaise image sur la nourriture en Angleterre. Mais en fait, on avait fait un salon de chasse, on avait mis des flyers un peu partout et on a commencé comme ça. Et tout doucement, on a déclenché. On avait de la chance de travailler avec des gens à Château qui nous bien parlaient et en fait, ça est parti comme ça. Toi, tu voulais pas ouvrir de restaurant? Peut-être, peut-être pas. C'est avec tout ce qui se passait le dernier an, avec Covid, on réfléchit énormément. En ce moment, on fait que des importés, mais on commence à penser peut-être, on va regarder d'ouvrir ici, mettre une table qui va pour le midi et importer le soir le même menu. Donc ça va être un menu simple, mais fait rapidement, mais avec un niveau assez bien pour les gens qui ont une heure de manger vite fait. Donc c'est un projet. On n'est pas encore là parce qu'on n'a pas encore une date d'ouverture de restaurant, on n'a pas de terrasse non plus, mais éventuellement ça va être le but, oui. Et quels sont les avantages d'être chef à domicile plutôt que d'être chef dans un restaurant? On est plus à la maison avec nos enfants pendant la semaine. Quand on a besoin de faire des devoirs avec eux, manger ensemble le soir, ça c'est important pour nous. Sinon, il n'y a pas de but de voir en famille. Par contre, le week-end, on travaille tout le week-end. Sauf que si on est en restauration, on travaille 5 nuits par semaine, donc on vend moins. Le but, c'était vraiment d'être avec nos enfants et en famille plus souvent. Et en ce qui concerne les menus, c'est à peu près les mêmes que tu sois dans un restaurant avec une salle ou chef à domicile? J'essaie de faire le même niveau. Ouais. On retourne toujours avec
l'organisation. Si on connaît bien de le faire, on peut faire le niveau de restauration jusqu'à 150 personnes à table pour un banquet, mais il faut juste mise en place et bien fait. Il faut comprendre comment faire. Et c'est un autre métier. Restauration et événementiel, c'est pas du tout la même façon de travail. Et j'ai de la chance de travailler dans les deux à assez haut niveau, donc on gère quand même pas mal. Et quand tu travailles à domicile, le menu, c'est le même pour tout le monde ? Oui, sauf que si quelqu'un qui est allergique de quelque chose, ou il y a un végétarien ou vegan, on s'adapte autour. Nous, on est là, avec la cuisine de Ryan, de travailler avec les gens. On n'est pas là juste pour dire, ça c'est le menu, et voilà. Il faut que ça soit une expérience, les gens, ils aiment bien. On n'est pas donné, c'est cher, c'est assez cher quand même pour chef privé à domicile parce qu'il faut penser de la service, de la nourriture et tout. Par contre, les gens, ils n'ont rien à faire le soir. On arrive, on s'installe, on fait le repas, on fait la vaisselle, on part, c'est comme on n'était jamais là. Les gens, ils sont tranquilles avec ses invités ou clientes, et voilà. Parce que tu cuisines et tu fais le service aussi. Avec des extras, des fois, oui. Jusqu'à 10 toute seule, mais après, j'ai besoin d'un peu d'aide des fois. Tu as eu déjà des demandes très spéciales de clients pour les menus ? On ne peut pas dire très, très spécial. Il y a des gens qui ont bien vécu sa vie un petit peu partout dans le monde. Donc, c'est les gens qui l'aiment faire plaisir. Donc, si c'est pour travailler avec l'homard ou truffe ou foie gras, c'est vraiment pas un problème. Est-ce que tu as cuisiné déjà dans une cuisine vraiment petite ? Oui. Oui. Tu peux nous raconter ? On avait fait un mariage, ça remonte à 2-3 ans, et c'était chez les gens. Et en fait, ils ont une belle longère. Ils ont décidé de faire dans la longère. Ils étaient 120 à table. Et si je ne dis pas de bêtises, son cuisine faisait 5 mètres carrés. Donc, c'était un peu compliqué. Mais on est arrivé. Là, pour éviter le problème avec tout, on avait fait les entrées en forme de barbecue buffet. Donc, ils avaient des choix de brochettes, des salades. Et après, le plat principal, on avait envoyé à l'assiette. Et le dessert, c'était un mini dessert. Donc, c'est pour ça on n'a pas des menus déjà faits. On fait les menus autour de le lieu. Parce que si on avait fait tout à l'assiette, on n'arrivera jamais. C'était impossible. Donc, c'est pour ça. Avant un service à domicile, tu arrives longtemps à l'avance, toi ? Moins en moins. On est plus en plus organisé maintenant pour s'installer, pour mettre les amuse-bouches en place. Parce que la finition, c'est toujours fait chez les gens. La cuisson, c'est toujours chez les gens. Il faut qu'on arrive 2 heures avant. 2 heures. Oui, ça dépend. Si c'est 20 personnes, peut-être un petit peu en avance, mais on essaie de vraiment faire... On arrive plus tard possible pour... faut pas embêter les gens. Il faut que les gens ils se préparent tranquilles, on se douche, s'habille. Et question pratique, qui est-ce qui met la table ? Ça dépend. Des fois, c'est nous, mais il y a plupart de notre clientèle, ils aiment faire la table aussi. Ouais, c'est très personnel. Oui, il y a des petites touches, ils veulent mettre un petit peu partout. On a des clientèles, on a travaillé pendant 4-5 ans. Ils nous font confiance, faites ce que vous voulez, voilà, ils nous laissent tranquilles. Ça dépend de la clientèle. Est-ce qu'on peut avoir un chef à domicile pendant le confinement ? Ça, c'est une bonne question. Je ne crois pas pour l'instant. Et moi, personnellement, avec les restaurants qui fermaient, je trouve que ce n'est pas justifiable d'y aller dans des maisons privées et faire un service comme ça. Donc, pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre, on reste importé et après, on va voir ce qui se passe. Quel produit tu préfères travailler, toi, en cuisine ? La plus grosse partie de ma jeunesse en cuisine, j'étais toujours sur la viande et fait de sauce et tout ça. Donc, c'est vraiment mon métier. Je m'adaptais un peu de tous. Je pense que le côté que je l'aime moins, c'est le dessert. Malheureusement, quand j'étais à Londres, on n'avait jamais le temps de travailler sur la pâtisserie parce qu'on était toujours 200 km/h pour sortir pour service. Donc, je peux me débrouiller, mais pas le même niveau que tout ce qui est salé, on va dire. Mais même poisson, j'adore travailler avec, mais vraiment, point fort, c'est la viande et tout ce qui est sauce. Et quelle viande ? N'importe,
J'aime bien tous. On avait toujours 4-5 viandes différentes tout le temps sur le menu, donc je m'adapte tout le temps. Si on parle du dessert, il y a un dessert anglais que tu aimes bien? Anglais, c'est toujours... c'est plutôt le dessert... Je crois que crumble, pour moi, c'est le dessert plus fort anglais. Parce qu'il y a des fruits qui sont bien cuits, il y a le croustillant de la crumble, ça reste simple, mais bien fait avec un bon boule de glace, c'est parfait. Ryan, j'ai vu dans la Nouvelle République, dans le journal, que tu avais fait une association avec un trio à Busancais. Oui. Tu peux nous en parler? Oui, donc en fait, l'idée a commencé pour le Beaujolais Nouveau l'année dernière. C'était début de le deuxième confinement, si je m'en souviens bien. Le monde était un peu triste. Donc, on a décidé, pourquoi pas faire un petit panier avec Charles Poitvin et Franck. On travaille, c'est un compliment entre nous trois. On n'est pas concurrence. Justement, ça fait un bon complémentaire. Donc, on a essayé de faire ça. Ça a super bien marché. Je crois qu'on avait fait 160 couverts. Donc, c'était vraiment bien. L'idée de chercher le plat, dessert, le vin, tout en même temps, c'est sympa. Et après, on a dit pourquoi pas, pendant le confinement ou des restrictions, tous les mois, faire un panier où on visite les régions de France. D'accord. Donc là, le week-end dernier, on avait fait le Berry. Avant, on avait fait le Sud-Ouest. On a fait le Beaujolais. On a fait Lyon aussi. Donc... c'était sympa. À la force de faire ça, nous, on a trouvé au moins une centaine de clients plus qu'on n'avait pas avant. Ah oui. Qui habitent même à Busancais, qui ne savaient pas on est là. Donc, pour nous, c'était vraiment quelque chose de bien. Et maintenant, on est vachement plus connaître autour de Busancais. C'est l'avantage de mettre une clientèle en commun, en fait. Exact, oui. Exact. Et je pense que c'était un moment où les gens, ils avaient besoin de changer un peu. Parce qu'on a entré en mois de novembre, c'était vraiment pas bien. Pour l'esprit des gens, dans sa tête, on n'était pas bien. Pendant le printemps, le premier confinement, c'était moins compliqué parce qu'il faisait beau, on pouvait bricoler dehors, on pouvait faire des choses. Mais au mois de novembre, décembre, c'est pas pareil. Et quand vous faites cette opération, vous communiquez comment? Au début, c'était tout simple avec un SMS. Maintenant, on a des emails de tout le monde. On a Facebook, Instagram. On envoie un email, un SMS toujours. Et quand on peut, avec la Nouvelle République aussi. Mais cette fois, c'est la meilleure façon de communiquer, c'est avec la Nouvelle République. Ouais. Cette fois-ci, on n'a pas eu. On avait fait au moins 25-30 personnes moins que d'habitude. Quel est le plat aujourd'hui que tu fais dont tu es le plus fier, toi? Oula, ça c'est une bonne question. Je pense en fait, on travaille pas mal avec des coupes de viande qui sont pas forcément le meilleur. Donc, on travaille pas mal avec l'ossobuco ou noix de jus de bœuf. Et je pense qu'un plat qui est très, très populaire, c'est la noix de jus de bœuf. Quand on fait un pavé de noix de jus de bœuf avec un purée de céleri, ça reste classique. Mais les saveurs sont bons. Avec une sauce bourguignon, ça passe bien pour peut-être, on va dire, 5 mois l'année. C'est pas trop lourd, mais il y a beaucoup de goût, c'est sympa. Et toi, Ryan, quel conseil tu donnerais à un jeune ou une jeune qui voudrait se lancer comme chef à domicile? Il faut avoir pas mal d'expérience déjà. C'est compliqué de se lancer quand tu es jeune dans un métier comme ça? Oui. Il faut au moins 5-6 ans d'expérience, un bon niveau. Après, il faut être très ouverte avec la clientèle. Il y a des fois, les clientèles commencent par être peut-être pas trop faciles parce qu'ils ne se comprennent pas, mais après un bout de moment, ils ont confiance, ils comprennent plus. Tu penses exigence? C'est les gens qui savent comment ils veulent voir les choses. Et ça, pour moi, c'est le plus facile. Si on sait que c'est ABC et c'est pas X, Y, Z, c'est plus facile pour moi. Ouais. Si on sait où on va, c'est plus facile de travailler avec les gens et donner ce qu'ils veulent. On a de la chance, je touche bois, que ça passe toujours comme ça avec nos clientèles. Mais il faut être ouverte à tout aussi.
les critiques, le bon, le mauvais. Il faut comprendre tout ça. Tu as eu des critiques négatives? Ça arrive de temps en temps. C'est jamais méchant, c'est jamais grave, on va dire. Mais peut-être, oui, des fois, on a loupé quelque chose ou j'avais loupé quelque chose. Mais ça n'arrive pas souvent. Parce que s'il y a un problème, je le vois avant et je préviens le client avant et je change avant. Comme ça, il n'y a pas un problème. Ouais. Ça t'est arrivé de changer une recette au dernier moment? Oui. Tu peux nous raconter? C'était au début, on avait fait, c'était une soirée dans une salle de tatouage. Ils ont loué pour la soirée. On n'avait pas trop d'équipement, on n'avait pas une cuisine. C'était tout sur un buffet avec des wok et tout. Et la pâte, elle a collé, je ne sais pas pourquoi, mais c'était impossible à utiliser. Donc, on a envoyé quelqu'un pour acheter des nouilles à nouveau, refaire la nouille. Mais on a vu avant, donc ce n'était pas un problème. On avait peut-être 10 minutes de retard, c'est tout. Tu penses que c'est ça qu'un jeune a des difficultés à saisir? Penser aussi vite et trouver une solution, ça peut être compliqué, oui. Là, ça devient de l'expérience. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer? Il y a quoi d'autre comme produit on peut trouver assez vite pour remettre en place? Tu as des clients britanniques, toi? On travaille avec un domaine à une quinzaine de kilomètres de Besançon qui fait pratiquement que des mariages anglais. Ah, d'accord. Donc, c'est des Anglais qui décident... Ils vont prendre une semaine en France pour se marier, inviter tous ses amis, la famille. Et ça, c'est sympa aussi. C'est pas du tout comme un mariage français, mais c'est assez sympa aussi. Quand tu dis que c'est pas du tout comme un mariage français, c'est-à-dire? Des Anglais passent à table plus tôt, déjà. Donc, l'apéritif commence à 15h jusqu'à 17h30, 18h. Et après, ils se mettent à table à 20h, c'est fini, ils se mettent à danser. Mais en France, c'est plutôt 18h jusqu'à 9h l'apéritif. Et après, ils quittent la table à minuit, 1h le matin pour commencer à danser. Et finit plus tard. Donc pour toi, c'est plus pratique? Les Anglais, ouais, c'est plus pratique, c'est sûr. Mais c'est le même travail à la fin. Quel restaurant dans l'Indre ou dans le Berry te plaît particulièrement, toi? Pour moi, personnellement, c'est l'auberge de Saint-Fiacre à Veil. C'est top. La table est top. Il y a une très bonne sélection. Vin, la nourriture, c'est super pour moi. Pour moi, personnellement, c'est ça. Entre tes débuts de cuisinier et maintenant, qu'est-ce qui a le plus changé dans ta cuisine? Je crois que c'est vachement plus léger maintenant qu'avant. Avant, c'était vachement plus de beurre, de crème. C'était la base. On avait à Londres de travail avec des cuisiniers qui étaient à la base français aussi. Là, maintenant, on a essayé de travailler avec moins gras. Comme ça, c'est plus léger. On voit depuis le début que j'ai commencé en cuisine, beaucoup de gens mangeaient de la viande le soir. Maintenant, c'est plus poisson que la viande. Donc, il faut changer avec. Est-ce que tu as d'autres centres d'intérêt, toi, que la cuisine? Je suis presque tout le temps en cuisine. J'adore jouer golf, j'adore pêcher aussi quand on a le temps. Le business s'en occupe énormément. Ouais. Ça reste pas beaucoup de temps de faire d'autres choses. Donc, Tes enfants, ils cuisinent? Non, pas du tout. Et je n'ai pas envie de la force s'ils arrivent de la faire un jour ou l'autre parce qu'ils ont fait un travail pendant l'été, fait une saison et ils ont commencé à prier. Ça, c'est le choix. Ryan, le podcast s'appelle Good Berry. Quel est ton endroit, toi, préféré dans le Berry? Pour moi, je crois que c'est la Brenne. Ouais. J'adore. C'est assez sauvage. Moi, je trouve magnifique toute l'année. Même l'hiver, quand il n'y a plus de feuilles, en fait, on voit plus de étangs. Et l'été, je trouve elle magnifique. Il y a un endroit particulier en Brenne? Pas forcément. J'aime bien juste à promener. Je trouve que c'est magnifique. On a vraiment de la chance d'être juste à côté comme ça. On est à 10 minutes de la Brenne, on est bien. Ryan, si on veut te contacter ou si on veut contacter le restaurant, on te trouve où? Sur les réseaux sociaux, j'imagine? On est sur Facebook, Instagram, c'est La Cuisine de Ryan. Et on a notre site web aussi qui s'appelle La Cuisine de Ryan. Bon, super. En tout cas, merci beaucoup, Ryan. C'était Merci. super intéressant. Merci, c'est gentil. Et puis, j'espère que les restaurants vont ouvrir rapidement, que toi, tu pourras faire beaucoup de mariages, parce que j'imagine que là aussi, ça doit être un peu compliqué. Oui. Mais je reste toujours positif. C'est un moment difficile pour tout le monde, mais on va sortir, c'est sûr. Peut-être
pas assez vite qu'on veut, mais un jour ou l'autre, on va sortir, c'est sûr. Tu as déjà des mariages de prévus? On a quand même pas mal pour cette année, qui est moitié rapporté de l'année dernière. Donc, en espérant pour ce couple qui va se marier, qu'on va arriver de la faire pour eux aussi. Nous, on a besoin, évidemment, pour le business, mais j'espère que pour eux aussi. C'est leur journée spéciale ou le week-end spécial, donc j'espère pour eux, ça va passer aussi. Merci Ryan. Merci. À bientôt, salut. À bientôt, au revoir. Hello, merci d'avoir écouté l'épisode avec Ryan. J'ai mis les liens évoqués lors de la discussion, Twickenham, le Greenhouse Restaurant, l'Auberge de Saint-Fiacre et la Brenne, sur la page Facebook de Goodberry Podcast. Abonnez-vous pour retrouver tous les liens de tous les invités. Goodberry continue sa progression, ayant dépassé les 900 écoutes, grâce à vous et à notre territoire bourré de talents. À noter que le podcast est aussi écouté à l'étranger, et ce, à l'heure actuelle, dans 16 pays différents. Allez, je vous donne rendez-vous au prochain épisode avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien.